Masechet Baba Batra, Daf Yud Aleph, on va commencer par Yud Amud Bet, les 4 dernières lignes. Toujours à propos de la Tzedaka, la Gemara raconte une histoire. Ifra Hormiz, Imeh Deshavor Malka. Il y avait une reine, plutôt la mère d'un roi, qui se nommait Ifra Hormiz. Elle était la mère de Shvor Malka. Shvor Malka, c'est le nom qu'on donnait à tous les rois perses. Elle a envoyé 400 dinarim à Rabbi Ami pour distribuer aux pauvres en tant que tzedaka. Velo kablinhu, et il a refusé. Shadrinhu, shedartinhu kame derava ve kablinhu, mishum shlom malchut. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a renvoyé cet argent à Rava. Elle lui a dit, voilà, je t'envoie cet argent pour le distribuer aux pauvres. Rava l'a accepté. Pourquoi il a accepté cet argent? Eh bien, par diplomatie, par rapport au Shlom Malchut, pour entretenir des relations diplomatiques avec le royaume, avec le gouvernement, pour ne pas se prendre à dos le roi. Shama Rabbi Ami Ikpad Amarle Velitle Bivosh Ketzirat Ishavarna Nashim Baot Meirot Ota. J'ai pas compris. Pourquoi tu as accepté la tzedaka d'une Goya, mais ça leur donne du mérite aux Goyim? Et il est écrit dans le Passouk, dans Ishaïa, Bivosh Ketzira Tishavarna. Lorsque les Goïm n'auront plus de mérite, ceux qui veulent du mal à Israël seront brisés. Nashim Baot Meirot Ota. Les femmes viendront pour l'incendier. Alors de quoi il s'agit? Il s'agit de la végétation. Lorsqu'elle est humide, eh bien le feu ne peut pas brûler, parce que il y a dedans de l'eau, c'est hydraté. Quand est-ce que les incendies prennent dans la faune, dans la végétation, dans la campagne? C'est lorsque la végétation a été déshydratée. Tout ce qui est sec est sujet aux flammes. Ça peut être facilement inflammable. C'est pour ça qu'en été, il y a beaucoup d'incendies dans les forêts. Pourquoi? Car le soleil dessèche la végétation et il suffit qu'il y ait un mégot de cigarette et tout part en flamme. Alors qu'en hiver, tout est hydraté, même s'il y a un mégot de cigarette, il s'éteint rapidement. Il ne va pas enflammer la forêt. Alors on nous dit comme ça, que la tzedaka c'est un mérite. Les goïms qui font de la tzedaka, eh bien en effet, ils ont le mérite de leur quelque part leur domination sur Israël. Israël est en galoute, et la galoute elle est longue lorsque Israël perd ses mérites et qu'au contraire les goïms ont du mérite. La tzedaka qu'ils font, c'est un mérite pour eux, bien que la Gemara ait dit plus haut Hesed leumim hatat, vous vous rappelez le pasuk tzedaka teromem goy ve hesed leumim hatat. Tout ce que nous avions vu. On avait vu 6 interprétations à ce passouk. Mais en tout cas, bien que c'est considéré qu'ils ont des objectifs négatifs lorsqu'ils donnent la tzedaka, néanmoins, ils ont tout de même le mérite de la charité. Alors c'est pour cela que Rabbi Ami a refusé la tzedaka de cette reine, Goya, Ifra Hormiz. Il a dit, je ne veux pas leur donner davantage du mérite, et ils s'en servent pour dominer Israël. Qu'est-ce qu'il faut faire? Pour les déshydrater, au sens figuré, il ne faut pas accepter leur tzedaka. L'argent qu'elle a envoyé pour distribuer aux pauvres, Rabbi Ami l'a refusé. Mais Rava l'a accepté, Mishum Shlom Malchut, pour des raisons diplomatiques, pour ne pas se mettre mal avec le gouvernement, le palais royal. Elle, c'était la mère du roi, Shvor Malka. Eh bien,
La Gemara pose la question, elle dit, mais en fait, Rava connaissait ce pasouk. Bivosh ketzira tishavarna, nashim baot meirotota. Ce pasouk-là illustre cette idée. Et il dit que lorsque les goïms vont perdre leur mérite, ils seront affaiblis à tel point que même des femmes peuvent les incendier. C'est-à-dire, lorsque la végétation a été déshydratée, desséchée, une femme, même si elle n'est pas très forte, il suffit qu'elle allume une allumette, elle peut incendier toute une forêt. Alors la même chose, au niveau du machal, cette parabole, c'est pour dire qu'il ne faut pas leur donner davantage de mérite, à tel point que même la Gemara disait qu'il y avait un reproche qui a été fait à Daniel le prophète, qui avait révélé le secret à Nabuchodonosor, le secret de la tzedaka. C'est comme ça qu'il lui a dit qu'il pourra échapper à ce décret divin, celui qui lui avait été annoncé dans ce rêve prémonitoire, où il avait vu, il lui avait dit qu'il allait devenir animal pendant 7 ans, et il a eu un sursis grâce à la tzedaka qu'il a faite. Mais la Gemara dit que Daniel n'aurait pas dû donner un si bon conseil à Nabuchodonosor. Mais Chachamim disent que pourquoi il a fait, c'est parce qu'il a eu pitié des pauvres d'Israël, des mendiants. Alors il a dit, même si ça donne un mérite à Nebuchadnezzar, mais au moins ça soulage les pauvres d'Israël. En tout cas, voilà pourquoi Rabbi Ami a refusé, et Rava a tout de même accepté Mishum Shlom Malchut. C'est vrai, il y a de bonnes raisons de refuser, mais de se mettre mal avec le gouvernement royal, c'est aussi problématique. C'est se mettre à dos le roi, c'est dangereux. Alors la Gemara dit, Rabbi Ami Nami Mishum Shlom Malchut. Pourquoi est-ce que Rabbi Ami a critiqué Rava, qui a accepté la tzedaka de cette princesse Goya? Mais il y a bien un problème de Shlom Malchut. Il ne faut pas se mettre mal avec le gouvernement. Alors, la Gemara dit, Rabbi Ami dit, c'est vrai, elle a donné la tzedaka, mais pourquoi il a distribué aux pauvres juifs? Il aurait dû distribuer à des pauvres goïms. Comme ça, elle n'aura pas le mérite de donner la tzedaka à des mendiants juifs. La Gemara dit, Rava, c'est ce qu'il avait fait. Il n'a pas distribué à des juifs, il a distribué à des goïms. Alors la Gemara dit, pourquoi Rabbi Ami alors l'a critiqué? Rabbi Ami d'Ikpad, pourquoi Rabbi Ami était en colère? C'est parce qu'on ne lui a pas raconté toute l'histoire. On lui a raconté le début de l'histoire, mais pas la fin. On lui a dit à Rabbi Ami que Rava a distribué l'argent aux pauvres, mais on ne lui a pas dit que c'était des pauvres goïms. Toujours à propos de l'importance de la tzedaka. Tanya, Amru Alav, Al Binyamin Tzaddik, Shehaya Memune Al Kupa Shel Tzedaka. Il y avait un homme qui était le préposé à la coupa de tzedaka. C'est lui qui collectait les fonds pour les redistribuer aux pauvres. Il tenait une caisse de Gemilut Hasadim. Un jour, il y a eu malheureusement une période de famine. Pa'amahat, Ba'ata Isha Lefanav Bishne Batsoret. Une femme est venue le voir pendant les années de famine. Amralo Rabbi Parneseni. Elle lui a dit, Rabbi, donnez-moi de la parnassa. Amarla ha'avoda she'en bakupa shel tzedaka klum. Je te jure au nom du culte sacrificiel qu'il ne reste plus un centime dans la coupa de tzedaka. Amralo, elle lui a dit, Rabbi im'en ata mefarneseni hari isha ve'shiv'a banea metim. Elle lui a dit, si tu ne me donnes pas de la parnassa, alors une femme avec ses 7 enfants vont mourir de faim. Alors vous avez sur la conscience 8 personnes. Si ces 8 personnes vont mourir, c'est à cause de vous.
Ahmad ou Pirnessa Michelo. Voyant qu'il ne restait plus d'argent dans la coupa de Tzedaka, eh bien, il lui a donné pendant toute la période de famine de la parnassa de son porte-monnaie à lui, Michelo, de ses propres deniers. Les Yamim, un jour, Hala venata lamut. Binyamin Hatzadik est tombé malade, gravement, et il était proche de la mort. Les anges dans le ciel ont plaidé en sa faveur devant Dieu, et ils ont dit, Ribono shel olam, maître du monde, Ata amarta, toi Hachem tu as dit, Kolam kayem nefesh ahad mi Israël keilu kiyem olam malé. Celui qui sauve une vie d'Israël, c'est comme s'il a maintenu tout le monde en existence. C'est comme s'il a fait exister le monde entier. Ou Binyamin Hatzadik shehya isha veshiv'a banea yamut beshanim mu'atot halalu. Alors Binyamin Hatzadik, qui a fait survivre une femme avec ses 7 enfants, il doit mourir prématurément, si jeune. Miyad karolog zardino. Immédiatement, on a déchiré le mauvais décret. Tana hosifulo esrim ushtaim shana al shenotav. On lui a rajouté 22 ans par rapport à cette mitzvah qu'il avait faite. Le Gaon de Vilna donne une explication pourquoi cette femme a mérité, plutôt Binyamin Hatzadik a mérité 22 ans de longévité. Pourquoi Bidiouk 22 ans? À quoi ça correspond? Alors, il donne une explication, il dit que nous avons déjà appris que celui qui donne la tzedaka, il a une bracha, il mérite 6 brachot. Vous vous rappelez ce qu'on avait étudié? Et celui qui console, alors il a 11 brachot. Alors lui, Binyamin Hatzadik, avait consolé cette femme, et donc il a mérité 11 brachot, mais 11 brachot pas que pour elle, 11 brachot pour elle et pour ses 7 enfants. Ça fait 8. 8 personnes multipliées par 11 brachot, 8 fois 11 égale 88. 8 fois 10, 80, 8 fois 11, 88. La Gemara dans Masechet Sota nous dit que une femme qui était Sota, c'est-à-dire soupçonnée par son mari d'avoir commis un adultère, de l'avoir trompé, il l'a amenée au Beth Amikdash et il la faisait boire là-bas de Maïm Am Harerim, de l'eau mélangée au sable du Mishkan où on avait effacé le texte de la Sota. Eh bien, si elle avait commis la faute de l'infidélité, eh bien, en effet, elle explosait littéralement, son ventre, ses jambes. Mais la Gemara dit, Ve'im aya la srout, tolala. Si elle avait un srout, le srout allait reporter à plus tard la sanction. Alors là-bas, il y a différentes opinions. C'est quoi le zman? Quelle est la durée du sursis? Combien de temps dure le sursis? Alors, il y a là-bas une opinion qui dit 3 mois. Si, en effet, grâce à un mérite qu'elle a, par exemple, la Gemara dit quel genre de mérite elle peut avoir? La Gemara dit, par exemple, si elle a envoyé son mari au Daf Yomi, elle a dit à son mari, au lieu de rester avec moi à la maison, c'est très sympa, moi je préfère que tu ailles étudier la Torah. Eh bien, grâce à cela, elle aura 3 mois de survie. Alors maintenant, on a dit qu'il y a combien de brachot qui revenaient à Shimon Hatzadik? 88. Chaque bracha lui donne un srout de 3 mois de sursis, de survie. 88 fois 3, ça nous donne combien? 264. Alors,
264 mois. 3 mois multipliés par 88, ça fait 264 mois. Divisé par 12, parce que dans une année, il y a 12 mois. Donc 264 mois divisé par 12 mois, ça fait 22 ans. On a 22 ans exactement. Voilà pourquoi il a mérité d'avoir une longévité, une survie de 22 ans du fait d'avoir sauvé ces 8 personnes. Toujours à propos de la tzedaka, voilà, on arrive ici à la fin du sujet de tzedaka. Une histoire incroyable. Tanu Rabanan, Maaseh bemunbaz hamelech, shebizbez otzrotav et otzrot avotav, bishne batzoret. Il fut un temps où la famine a sévi en Israël. Et il y avait un roi qui s'appelait Monbaz. C'était le fils de Hilani Amalka. Pendant la période de famine, il a ouvert le trésor royal et il a dilapidé tout l'argent du trésor royal. Bizbez otzrotav et otzrot avotav. C'est-à-dire même l'argent qu'il avait hérité de ses ascendants, des rois précédents qui avaient, comme on appelle ça, accumulé des richesses dans le trésor royal, tout ça a été dilapidé par Monbaz. D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse pour vous dire que le mot Monbaz, ça veut dire Mammon Bizbez. Il a dépensé l'argent, ou il a dédaigné les richesses. Quelle fut la réaction de la famille du roi? Voilà que toute sa famille paternelle, ses frères, sont venus le voir et ils ont manifesté leur mécontentement et ils l'ont critiqué vivement. Ve'amrulo avotecha ganzu ve'osifu al shel avotam ve'atam ebazbezam. Tes ancêtres ont été dignes de la royauté, car chacun a agrandi le capital du trésor royal. Chacun a accumulé davantage de richesses. Et toi, qu'est-ce que tu as fait? Tu as tout dilapidé. Amar lahem, il leur a dit, Avotai ganzu lemata, vani ganazti lemala. Shene'emar, emet me'eret itzmach, ve'tzedek mishamayim nishkaf. C'est-à-dire, eux, ils ont thésaurisé ici, mais moi j'ai thésaurisé là-haut, dans le ciel, comme il est écrit, Vetzedek mishamayim nishkaf. Tzedek, c'est la tzedaka. Eh bien, le mérite de la tzedaka, il est dans le ciel, et du ciel, on déverse sur l'ensemble d'Israël des brachot grâce à la tzedaka qu'on envoie là-haut. Avotai ganzu bemakom she'ayad sholetet bo, vani ganazti bemakom she'en ayad sholetet bo, shene'emar tzedek u mishpat mechon kis'echa. Mes ancêtres ont cumulé des richesses, certes, mais dans un lieu qui n'est pas sécurisé, car n'importe quel accident peut entraîner la perte de cet argent. Il peut y avoir des vols, du cambriolage, il peut y avoir un incendie. Tellement d'incidents peuvent faire disparaître cet argent. Donc, il y a des mains étrangères qui peuvent toucher, qui peuvent dominer cet argent. Mais moi, j'ai mis l'argent en sécurité, dans un endroit où personne ne peut le toucher. Se trouve chez Akadosh Baruch Hu, auprès du Kisei Hakavod. Tzedek ou Mishpat, Mechon Kis'echa. La tzedaka se trouve dans l'endroit du Kisei Hakavod, où personne ne peut y accéder. Avotai ganzu davar she'eno ose perot, vani ganasti davar she'ose perot, shene'emar imru tzadiki tov ki ferim ha'alelehem yochelu. Mes ancêtres ont, c'est vrai, cumulé des richesses, mais c'est de l'argent. L'argent, ça reste de l'argent. Mais moi, j'ai fait une mitzvah de tzedaka qui a des dividendes, des intérêts, car il est écrit à propos de la tzedaka que ochlim peroten ba'olam hazeh ve'akeren kayemet le'olam haba. N'est-ce pas? C'est ce qu'on dit tous les matins avant Shaharit.
אלו דברים שאדם עושה אותם, אוכל פירותיהם בעולם הזה, והקרן קיימת לו לעולם הבא. Et là-bas dans cette Mishnah, qu'est-ce que nous voyons? Ben, c'est tout ce qui est Ben Adam la Havero, tout le Chesed, tout ce qui est acte de bienfaisance et bienveillance, charité à l'égard d'autrui, eh bien, c'est récompensé dans les deux mondes, pas seulement dans le Olam Haba, mais Perotehem Ba'olam Hazeh. Oh, c'est Perot. Avotai ganzu otzrot mamon, vani ganazti otzrot nefashot. Mes ancêtres ont certes cumulé des richesses, mais qu'est-ce qu'ils ont mis dans le otsar, dans le coffre-fort, dans le trésor? Qu'est-ce qu'ils ont mis? Un trésor d'argent. Mais moi j'ai un trésor de neshamot, de nefashot, comme il est écrit dans Mishlei, Peri tzadik etz haim, velokiach nefashot hacham, c'est-à-dire le péri du tzadik. Tzadik, c'est celui qui donne la tzedaka. Eh bien, il donne la vie, etz haim, et c'est comme ça, lokiach nefashot hacham, c'est comme s'il a acquis la neshama de la personne qui l'a sauvé. En sauvant quelqu'un de la mort, il lui a donné la vie, eh bien c'est comme si cette personne lui appartient, car c'est lui qui l'a maintenu en vie. Lokeach nefashot, hacham. Avotai ganzu, l'achirim vani ganazti le'atzmi, shene'emar ulchati hiye tzedaka. Mes ancêtres, pour qui ils ont thésaurisé? Pour leurs héritiers, pas pour eux. Eux n'ont pas profité, ils ont profité un peu, mais par rapport à toute la richesse qu'ils ont cumulée, finalement, ils n'ont pas profité, ils ont laissé ça pour les autres. Mais moi, j'en profiterai exclusivement, moi-même. Eh bien, la tzedaka que j'ai faite, c'est mon mérite à moi pour l'éternité. Ulcha tihiye tzedaka. Comme il est écrit à propos de la tzedaka que l'on fait, je me redis ulcha tihiye tzedaka. Avotai ganzu la'olam hazeh, vani ganazti le'olam haba, shene'emar ve'alach lefanecha tzidkecha, kvod Hashem yasfecha. Mes ancêtres ont thésaurisé dans ce monde, et moi j'ai thésaurisé pour le monde futur et pour l'éternité. Voilà donc le sujet de tzedaka se clôture avec cette très belle histoire. Et moi je me suis dit que c'est pas pour rien quand on dit que Monbaz était le fils de Hilani Amalka, en fait, comme ça dit Rashi, Monbaz, bena shel Hilani Amalka mizera Hashmonaim, de la descendance des Hashmonaim. À propos de la soukha, est-ce qu'une soukha qui est très haute, qui dépasse les 20 coudées, est-ce qu'elle est cachère ou pas cachère? Au début de ma Masechet Soukha, il y a une mahloket. Hachamim disent pas cachère, Rabbi Yehuda dit cachère. Quelle est la preuve de Rabbi Yehuda comme quoi c'est cachère? C'est que la reine Hélène, Hilani Amalka, elle avait 7 enfants, 7 garçons, 7 fils. Et ils étaient avec elle dans la soukha. Et donc, la soukha, elle était très haute. Très haute. Et les Hachamim n'ont rien dit. Alors c'est vrai que la femme, elle est dispensée de soukha. C'est pour ça que les Hachamim ne vont rien dire, même si la soukha n'est pas cachère. Mais Rabbi Yehuda, quelle est sa preuve? C'est qu'elle avait ses enfants avec elle. Si elle a 7 fils, le grand, il a au moins l'âge du Hinour. C'est pas possible que l'aîné n'ait pas l'âge de l'éducation, puisqu'elle avait 7 fils qui se suivaient. Donc il y en aura au moins un qui est à l'âge du Hinour. Et il était avec elle. Et les Hachamim n'ont rien dit. Or, si ce n'était pas cachère, ils auraient dit, ce fils, il doit être dans une soukha cachère. Alors, en fait, il y avait une kitonite. Elle avait une kitonite. C'est-à-dire une cellule à elle. Elle n'était pas avec tout le monde dans la soukha. Alors, le débat, il est que les fils étaient avec elle ou ils étaient avec les autres? Il était une soukha plus basse. Avec elle qui avait une soukha très haute ou pas?
Mais en tout cas, la Gemara dit, mais peut-être qu'elle ne tenait pas compte de Hinour, car le Hinour, c'est pas une mitzvah de la Torah, l'éducation. L'éducation, c'est une mitzvah rabbinique. D'éduquer ses enfants, c'est une mitzvah rabbinique, c'est pas une mitzvah toraïque. Peut-être que Hilani Amalka ne tenait pas compte des mitzvot rabbiniques, mais uniquement des mitzvot toraïques. Alors comment Rabbi Yehuda peut amener une preuve du fait que Hilani Amalka avait mis ses enfants avec elle dans la souka, comme quoi une souka qui dépasse 20 coudées est cachère. Mais peut-être que ce n'est pas cachère. Et elle s'en fichait, c'est-à-dire qu'elle s'en moquait. Elle disait alors, il est petit le petit. Il n'est pas chayav minatora. Qu'est-ce qu'on va dire? Hinour. Ah, les hachamim vont lui dire hinour. Je dis, moi je n'en ai rien à faire des hachamim. Chas v'shalom, comme il existe des gens qui disent, mais moi, je ne tiens pas compte des rabbins. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que la Torah. Alors que c'est Akadosh Baruch Hu qui a dit aux hachamim de mettre des barrières de sécurité et de faire des takanot pour préserver la Torah. Celui qui transgresse les mitzvot rabbiniques, indirectement, il va à l'encontre de la volonté d'Hachem qui a dit dans la Torah de suivre les institutions rabbiniques. En tout cas, vous voyez que la Gemara dit la chose suivante. Hilani Amalka n'était pas du genre à négliger les hachamim, à leur manquer de considération, pas du tout. Tout ce qu'elle faisait, elle ne le faisait qu'avec leur approbation. Elle posait la question aux hachamim pour tout. Donc je me suis dit, il n'est pas étonnant, avec une maman pareille, qui demandait aux hachamim toujours quel doit être le comportement qu'il faut adopter. Elle ne faisait que ce que les hachamim lui disaient de faire. C'est pas étonnant que le fils soit d'un tel niveau spirituel, capable de dilapider tout le trésor royal pour sauver des âmes. À ce moment-là, il n'a pensé que au nefashot, au neshamot et à la mitzvah de tzedaka, parce qu'il avait une maman, comme il a né à Malka. On termine, avant d'arriver à la prochaine Mishnah. Matnitin, la Gemara dit V'im kana badira reu ke'anshe ha'ir. Celui qui se trouve dans la ville pendant 12 mois, la Mishnah dit qu'il faut qu'il participe aux frais de la construction de la muraille de sécurité de la ville. Mais la Mishnah dit également que s'il achetait un appartement dans la ville, on n'a pas besoin d'attendre 12 mois. Ce n'est que s'il est locataire que là, il faut attendre 12 mois. Mais s'il achète un appartement, immédiatement, il est considéré comme citoyen et doit contribuer à la construction et ainsi de suite par rapport à tout ce qui est les besoins collectifs de la ville. La Gemara dit Matnitin, de là Rabban Shimon ben Gamliel. Certainement, notre Mishnah ne correspond pas à l'opinion de Rabban Shimon Gamliel. Detania Rabban Shimon Gamliel, Omer, Im kanaba karka kolsheu, hareu ke'anshe ha'ir. Rabban Shimon Gamliel dit, on n'a pas besoin que ce soit un appartement. Dira, même un champ agricole, même un terrain quelconque de n'importe quelle taille, ce qu'on appelle karka kolsheu, déjà, c'est suffisant pour être considéré citoyen. Alors, notre Mishnah est en mahloket avec Rashbag. La Gemara pose une contradiction. Vatania, Rabban Shimon Gamliel, Kanasham Karka, Reuya Lebedira, Reu Ke'anshe ha'ir, Tretanae, Valibade Rabban Shimon Gamliel. C'est-à-dire qu'il y a une contradiction quant à l'opinion de Rabban Shimon Gamliel. Là, on vient de voir Karka Kolsheu, c'est-à-dire même un petit Karka. Mais dans une braïta, il est écrit que Rashbag exige un Karka qui est suffisant pour construire dessus une maison. Si ce n'est pas un terrain
apte à la construction d'une maison, ça ne suffit pas pour être considéré comme citoyen pour participer aux frais de la collectivité. Quand est-ce qu'on fait partie de la commune? Que si on a acheté un terrain apte à la construction. Karka Areuya le Beddira. Alors c'est une contradiction. On a la Mishnah qui a dit qu'il faut vraiment acheter une dira. Il faut acheter une dira pour être considéré citoyen. Mais Rashbag a dit que même un terrain, pas besoin de dira. Karka Kol Shehu. Mais on a une autre version de Rabban Shimon Gamliel qui dit il faut un terrain apte à la dira. Alors qu'est-ce qu'il dit Rashbag? Ça ou ça? La Gemara répond Tretanae ve'aliba de Rabban Shimon ben Gamliel. Ce sont deux Tanaïm, deux élèves de Rabban Shimon Gamliel. L'un a dit blanc et l'autre a dit noir. L'un a dit que Karka Kol Shehu et l'autre a dit Karka Areuya le Dira. Un terrain apte à la dira et l'autre dit non, même pas. Juste acheter un terrain, même petit, ça suffit pour être considéré citoyen. Nouvelle Mishnah. En cholkim et hatser ad sheyeh ba'arba amot lazeh ve'arba amot lazeh. On ne peut imposer l'un à l'autre la division du hatser que s'il y a au minimum 4 coudées pour chacun. Donc répétons. On a déjà vu ça, vous vous rappelez? Mais là maintenant, on est ici dans la source. Voilà, on arrive à la référence. La référence est cette Mishnah. La Mishnah dit que Réhouven et Shimon, qui étaient deux voisins, chacun avait sa villa, et les deux villas donnaient sur une cour commune. Les deux se servaient de la cour en commun, comme deux associés. Un jour, il y en a un qui a dit « Stop, je ne veux plus vivre en communauté, je veux vivre en individualité. Je veux me séparer de toi. Alors on va construire un mur pour nous séparer. » Dans quel cas Réhouven peut imposer à Shimon le partage? Que dans la mesure où la surface du hatser suffit pour qu'après partage, chacun ait un minimum de hatser. Combien est le minimum? 4 coudées pour l'un et 4 coudées pour l'autre. Vous savez, je vais faire quelque chose que je n'ai pas l'habitude de faire, mais ça m'est déjà arrivé. À titre pédagogique, je vais sauter sur la suite de la Mishnah que je vais reprendre à la fin du cours, mais je voudrais aller droit à la Gemara. Je saute toute la Mishnah et je vais à la Gemara. Pourquoi? Parce que la Gemara explique cette phrase de la Mishnah. Ce qu'on vient de lire maintenant, à savoir qu'on ne peut imposer l'un à l'autre le partage du hatser que s'il y a au moins 4 coudées pour l'un et 4 coudées pour l'autre, la Gemara tout de suite, regardez ce qu'elle va dire. Amar Rabbi Assi, Amar Rabbi Yohanan, Arba Amot She'amru, Chutz Mishel Ptahim. Tanya Name Achi en Cholkim et Hatser, Ad Sheyeh Ba Shmone Amot Lazeh ou Shmone Amot Lazeh. C'est-à-dire, Rabbi Yohanan dit, ne crois pas que si dans le hatser il y avait 8 coudées, ça suffit pour pouvoir imposer l'un à l'autre le partage. Pas du tout. S'il n'y avait que 8 coudées dans le hatser, ça ne suffit pas. On ne peut pas imposer l'un à l'autre le partage. Alors qu'est-ce qu'elle dit la Mishnah? La Mishnah, elle te dit 4 coudées pour l'un et 4 coudées pour l'autre, à part les 4 coudées qui sont devant le pétah. C'est-à-dire, comment ça marchait à l'époque? On rentrait de la rue vers le hatser, et ensuite, une fois qu'on était dans le hatser, il y avait un pavillon à droite, un pavillon à gauche. Il y avait donc une porte d'entrée à droite, une porte d'entrée à gauche. La cour, il faut qu'elle ait 4 coudées et 4 coudées. 4 coudées devant la porte, devant l'entrée,
et 4 coudées du Hatzer lui-même. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait en tout 16 coudées. Pour qu'il y ait 8 pour l'un et 8 pour l'autre. Et la Mishnah dit 4 et 4. Comment tu dis 8 et 8? C'est en fait 4 coudées dans le Hatzer, mais la Mishnah n'a pas parlé des 4 coudées qui sont devant le Pétah. Pourquoi? Car tout Pétah requiert 4 coudées d'espace vide. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, comment est-ce qu'ils transportaient les courses, les achats? Ils allaient faire le marché et ils revenaient avec des bagages à dos d'âne, avec tout ce qu'ils transportaient comme panier sur le dos de l'âne. Et l'âne, on ne le faisait pas rentrer à la maison, on l'amenait au Hatzer. Mais jusqu'où? Jusqu'à devant l'entrée de la maison. Donc le hamor, il se tient où? Dans les 4 coudées qui sont devant le Pétah. Ça, c'est le parking. Donc le parking du hamor, c'est devant le Pétah. Mais après ça, il faut aussi le Hatzer. Parce qu'on a dit que dans le Hatzer, c'était l'atelier. C'est là-bas où tu fais ta menuiserie, où tu fais ta plomberie, où tu fais ton barbecue. Il faut un minimum de 4 coudées dans le Hatzer. Donc, Hatzer, à part les 4 coudées d'espace vide devant le Pétah. Donc, quand on a dit dans la Mishnah, En Holkim, Ela im kenaya arba amot lazé, arba amot lazé, ça parle du Hatzer stricto sensu. Ça ne parle pas des 4 coudées qui sont devant chaque Pétah. Alors, relisons. Amar Rabbi Assi, Amar Rabbi Yochanan, Arba Amot chez Amrou, les Arba Amot dont on parlait, les Hachamim dans la Mishnah, Chutz Michel Ptahim, à part les 4 Amot qui sont devant le Pétah. Tanya Namehachi, la Braïta le confirme, En Holkim et Hatzer ad sheyeba shmone amot lazé ou shmone amot lazé. La Braïta dit 8 coudées pour l'un, 8 coudées pour l'autre. Pourtant, dans la Mishnah, on a dit 4 coudées, comment la Braïta dit 8. Et là, Shmamina kede Rabbi Assi, Shmamina. Sous-entendu que Rabbi Assi a raison de dire que les 4 coudées de la Mishnah, c'est hors parking. Or, les 4 coudées qu'il y a devant le Pétah, où on met le hamor pour le moment du déchargement. Après, une fois qu'on a terminé le déchargement, après le hamor, on l'amène là-bas à l'écurie, mais pour l'instant, il faut décharger devant la maison. Ça, c'est une version du débat, mais il y a une deuxième version qui nous présente le débat un peu différemment, mais c'est blanc bonnet, bonnet blanc. Veika derame le umirma. Il y a ceux qui d'emblée posent la contradiction entre la Braïta et la Mishnah. Comment? La Mishnah nous a dit que pour imposer le partage du Hatzer, il faut au minimum 4 coudées pour chacun. Pourtant, dans la Braïta, il est écrit que le minimum, c'est 8 coudées pour l'un et 8 coudées pour l'autre. Et là, Rabbi Yochanan, il vient en tant que réponse à la contradiction. C'est pas qu'il est venu nous enseigner comme ça un enseignement personnel. Non, il est venu pour répondre à une contradiction. La Mishnah dit 4 coudées, la Braïta dit 8 coudées. Rabbi Yochanan explique, il n'y a pas de contradiction. L'un il parle avec le Pétah et l'autre il parle sans le Pétah. Et maintenant la Gemara va nous faire part d'une mahloket fondamentale à ce propos entre Rav Chizda et Rav Huna. Rav Chizda et Rav Huna sont en mahloket à propos du partage d'un Hatzer, mais en fait ils ne vont pas parler de 2 associés classiques, ils vont parler par exemple de 2 héritiers qui sont associés par héritage. On va lire. Amar Rav Huna, Hatzer mithaleket lefi petachia. Rav Chizda Amar, notnim 4 amot lekol petach ou petach, ve'ashar holkin beshave. C'est-à-dire, quel est le din si, par exemple, Réhouven et Shimon, 2 frères,
ont hérité de leur père 2 pavillons qui donnaient sur une cour commune. Mais dans un pavillon, il y avait 2 entrées. Dans l'autre pavillon, il n'y avait qu'une seule entrée. Et ils vivaient en communauté. À un moment donné, ils ont décidé de se séparer. Comment va être effectué le partage au niveau du Hatzer? La maison, chacun l'a reçue. Le Hatzer, ils l'ont reçu en communauté, en collectivité. Mais maintenant, ils veulent se séparer. Alors, on dit comme ça. Selon Rav Hizda, je vais commencer par Rav Hizda le deuxième parce qu'il est plus simple. Rav Hizda disait comme ça. Il y en a un qui a un pavillon avec 2 entrées, un pavillon avec une seule entrée. Chaque entrée a droit à 4 coudées devant l'entrée. Alors, on a 4 coudées devant l'entrée. Il y a 2 entrées. Ici, il y a une entrée, 4 coudées devant l'entrée. Le reste, ils se le partagent équitablement. C'est-à-dire que là, on rentre par là du Reshut Arabim au Reshut Hayachid, du domaine public, on rentre au domaine privé, c'est la cour commune, et donc Réhouven, Shimon. Réhouven, il a juste 4 coudées de plus que Shimon, parce qu'il a 2 entrées. Ça, c'est facile. Rav Huna, lui, il voit les choses autrement. Rav Huna, il dit comme ça. Ok, ils ont 2 entrées. Mais quand ils ont 2 entrées, voilà comment le partage se fera. On va diviser en 3 le Hatzer. Pourquoi on le divise en 3? Parce qu'il y en a un qui a 2 entrées, l'autre il a une entrée. Celui qui a 2 entrées, il aura 2 tiers. Celui qui a une entrée n'aura qu'un tiers. Pourquoi? Car l'utilisation dans la cour, elle se fait au travers des entrées. Quand quelqu'un se trouve dans une maison et il a une cour, plus il a des sorties de la maison vers la cour, plus il a tendance à sortir de la maison pour aller à la cour, pour faire toutes sortes d'opérations. Et facilement, tous ses besoins, il va les faire là-bas. Alors que s'il n'a qu'une seule entrée, il doit faire tout le tour, eh bien non, il ne va pas se servir souvent de son Hatzer, que lorsque vraiment il n'a pas le choix. Il sort, il va aller jusqu'à cette entrée. Mais s'il a plusieurs entrées, alors il est tout le temps dans le Hatzer. Il sort par-ci, il sort par-là, il sort par-ci, il sort par-là. Donc l'utilisation du Hatzer est en fonction du nombre d'entrées. Alors c'est pour ça que Rav Huna va dire Hatzer, les filles petahia mithalleket. Mais Rashi dit qu'il ne s'agit pas de 2 associés classiques. Parce que 2 associés classiques, quand ils ont acheté, ils ont payé pour, par exemple, la moitié du Hatzer. On ne peut pas maintenant leur dire toi tu prends 2 tiers, toi 1 tiers. Non. Mais là, on parle d'un père qui a laissé un héritage. Et il dit voilà, qui laisse à ses 2 enfants ces 2 villas avec une cour commune. Là, nous dit Rashi, regardez, Haïta lo hatzer uba shne ptachim ve'ehad mehem ptuchin lo shne ptachim lachatzer ולבית השני אין פתוח לחצר אלא פתח אחד וחולק נכסיו על פיו ונותן האחד לראובן בנו והשני לשמעון וחצר לא חילק אם באו לחלוק את החצר זה שיש לו 2 פתחים נוטל 2 חלקים בחצר ואחיו נוטל חלק אחד. Mieux encore, c'est que quand ils se sont séparés, plutôt quand le père était vivant, c'est lui qui a ordonné par son testament à qui donner la maison avec les 2 sorties et à qui donner la maison avec une seule entrée. Étant donné qu'il leur a donné de son vivant les maisons, les villas, à Réhouven 2 entrées et à Shimon la villa avec une seule entrée. Et maintenant il est décédé et maintenant il faut partager l'héritage. C'est quoi l'héritage? C'est que la cour. Quel est le droit d'héritage dans cette cour pour chacun?
Eh bien, c'est pas 50-50. D'après Rav Huna, c'est 2 tiers, 1 tiers. Justement, étant donné qu'ils avaient une maison avant que le père décède, maintenant ils n'ont que l'héritage. L'héritage, il est en fonction de ce que le père leur a donné. Ah, il leur a pas donné de son vivant ? Il leur a donné de son vivant que les maisons. Ah, ils n'ont pas partagé avec... Encore une fois, de leur vivant, il leur a donné à Réhouven la maison aux 2 entrées et à Shimon la maison à 1 entrée. Et il leur a donné à chacun avec une cour commune. De son vivant, la cour commune, il se servait de la cour commune. Mais la cour commune était à lui, n'était pas à eux. Les maisons à eux, la cour au père. Le père est mort, ils n'ont que la cour à partager. La cour à partager, comment va-t-on établir ce partage? C'est la mahloket. Selon Rav Huna, 2 tiers, 1 tiers. Selon Rav Frisda, pas du tout. Selon Rav Frisda, on donne 4 coudées devant chaque porte, devant chaque entrée, et le reste, 50-50. Alors maintenant, la Gemara développe un peu le sujet en disant Tania Kavate de Rav Frisda. On a trouvé une baraïta qui soutient la thèse de Rav Frisda. Qui est-ce qui peut me rappeler qu'est-ce qu'a dit Rav Frisda? Non, ça c'est Rav Huna. Rav Frisda dit 4 coudées devant chaque entrée, tout le reste 50-50. Alors répétons. Tania Kavate de Rav Frisda. Petahim sheba hatzer yesh lahen arba amot. Les entrées dans un hatzer ont droit à 4 coudées. Haya laze petah echad velaze shne petahim. Si Réhouven avait un seul petah et Shimon 2 petahim, ze sheyesh lo petah echad notel arba amot. וזה שיש לו 2 פתחים נוטל 8 אמות והשאר חולקין בשווה. C'est-à-dire celui qui a un pétard il aura 4 coudées et l'autre il va avoir 8 coudées, c'est-à-dire 4 et 4 pour les 2 ptachim והשאר חולקין בשווה. Et tout le reste de la surface il se partage équitablement. Maintenant écoutez ce dernier détail. Ça c'est un peu plus subtil, plus difficile. Haya laze petah rahav shmone amot notel shmone amot keneged petah ve'arba amot b'hatzer. Le lachon de la baraïta est opaque. La Gemara est très curieuse. Elle dit mais ça veut dire quoi ça? Il est dit dans la baraïta que si le petah avait une largeur de 8 coudées, alors il obtiendra 8 coudées en face du petah et 4 coudées dans le hatzer. La Gemara dit, ça veut dire quoi ça? 8 coudées en face du pétard et 4 coudées dans le hatzer. Mais Mayarabilitayou, ça veut dire quoi? Qui va avoir 4 coudées dans le hatzer? Amar Abaye Achika Amar. Abaye explique la braïta ainsi. Notel shmone amot be'orecha hatzer ve'arba amot be'rohava hatzer. C'est-à-dire, si par exemple, le pavillon avait une entrée qui était très large, 8 coudées. Ça fait combien, 8 coudées? 4 mètres. Imaginons un pavillon qui a une entrée qui fait 4 mètres de large. D'accord? 8 coudées. On a dit quel est le droit? 4 coudées dans le hatzer. C'est ça ce qu'on a voulu dire. 4 coudées, c'est au niveau du hatzer, c'est-à-dire combien il va avoir dans la largeur du hatzer. Il va avoir dans le rohav hatzer 4 coudées. Mais sur quelle longueur? Sur toute l'entrée. Sur tout le long de l'entrée. C'est-à-dire 8 coudées de long sur 4 coudées de large. Donc c'est ça ce que voulait dire la braïta. La braïta voulait nous dire, quand on dit 4 coudées devant l'entrée, c'est-à-dire depuis l'entrée dans le hatzer, tu as 4 coudées. Ça s'appelle en largeur. Mais combien tu as en longueur de l'entrée? Eh bien, c'est sur toute la longueur. Si par exemple, il avait 8 coudées ou 10 coudées ou 100 coudées, ça ne change rien. C'est sur tout le long de l'entrée, eh bien, il a une largeur dans le hatzer de 4 coudées. On a compris? Alors, j'espère que je me suis fait comprendre.
Vous avez compris ça? Regardez là. Là, par exemple, imaginons. Non, non. C'est que l'entrée. Regardez ici, l'entrée. Voyez-vous là? L'entrée, elle est très très longue. Je dis pas large, je dis longue. Pour reprendre le lachon de la Gemara. Horaire à Petah. Alors, le horaire, ici, cette longueur-là, combien je vais avoir dans le Hatzer? Eh bien, dans le Hatzer, je vais avoir 4 coudées dans le Hatzer. Sur toute la longueur de l'entrée, j'ai une largeur de 4 coudées. Donc 4 coudées de largeur, et si ici il y avait 8 ou 10 ou 100, eh bien c'est la même longueur. Mais maintenant, on va terminer le sujet avec la fin de la Mishnah qu'on a sautée. Regardez, je vous demande de faire une petite marche arrière et ce sera le mot de la fin. Je reprends la Mishnah au début. On ne peut imposer à son voisin le partage du Hatzer que s'il y a au moins 4 coudées pour chacun, et comme on avait expliqué, 4 coudées, à part les 4 coudées qu'il y a devant les entrées. Ce qui fait 8 coudées pour chacun, au minimum. Et maintenant la Mishnah nous dit que même pour le partage d'un sadé, également il faut qu'il y ait un minimum. Lisons. Velo est un sadé עד שיהיה בה 9 קבין לזה ו9 קבין לזה. רבי יהודה אומר עד שיהיה בה 9 חצאי קבין לזה ו9 חצאי קבין לזה. What is it? Rappelez-vous quelles sont les trois surfaces qu'on peut partager. Soit le Hatzer, soit la Guina, soit le Sadé. Vous vous en souvenez? Il y a 3 domaines. Soit là où il y a la vie quotidienne, c'est-à-dire la cour qui se trouve devant l'entrée de la maison. C'est là-bas où on avait nos ateliers. C'est là-bas où il y avait les fourneaux. C'est là-bas où la personne vivait de longues heures, le clair de son temps. Parce qu'à la maison, il y a beaucoup de choses que tu ne peux pas faire. Alors, il faut le faire au plein air. C'était dans la cour. Hatzer. On vient d'en parler. Mais maintenant, on va parler également de Guina. Qu'est-ce que c'est que Guina, le jardin? C'est là, c'est le potager. C'est là où on fait pousser ses légumes. Ouais, potager. D'accord. Ces fruits et légumes, puisque tous les jours, ils allaient manger, ils allaient cueillir les tomates, les carottes, la betterave, les oignons. D'accord. Ok. Mais à part la Guina, ils avaient également les champs de céréales. Alors la personne, elle se trouve où? En général dans le Hatzer. Un peu moins dans la Guina. Et encore un peu moins dans le Sadé. Et on avait vu à ce propos quels étaient les dynimes au niveau d'imposer à l'autre le partage. Quelle est la surface minimale qu'il doit y avoir dans ces 3 domaines pour pouvoir imposer le partage à l'autre? On a dit que l'association n'est pas un mariage. Malheureusement, même le mariage, ça peut exister un divorce. À plus forte raison, il peut y avoir dissociation au niveau de l'association. Alors, maintenant, on a dit qu'on ne peut pas imposer le partage s'il n'y a pas au minimum de quoi laisser le nom du Hatzer pour l'un et Hatzer pour l'autre. Pourquoi on avait dit qu'il faut un minimum de 8 coudées pour l'un et 8 coudées pour l'autre? Qui est-ce qui peut me dire pourquoi? Parce que s'il y a moins que ça, ce n'est plus un Hatzer. Tu ne peux pas m'imposer à perdre mon Hatzer. Moi j'avais un Hatzer, tu veux me l'enlever? C'est pour cela qu'il faut qu'il y ait, après partage, le nom de Hatzer à droite et le nom de Hatzer à gauche. 8 coudées pour l'un, 8 coudées pour l'autre. Ça veut dire que je t'ai imposé certes un partage, mais je t'ai pas enlevé le Hatzer. Il te reste un Hatzer, car cette surface minimale, elle s'appelle Hatzer. Pareil pour le Sadé, on ne peut pas. Pareil pour la Guina, pareil pour le Sadé. On ne peut pas imposer le partage s'il n'y a pas un minimum
qui reste à l'un et à l'autre. Quel est le minimum? Alors, il faut qu'il y ait au minimum Hatzikav pour l'un et Hatzikav pour l'autre. Qu'est-ce que c'est que Hatzikav? Kav, c'est une mesure. Vous vous rappelez le siman que je vous avais donné une fois pour se souvenir de toutes les mesures? Yagodou qu'esclave. Yagodou qu'esclave. Rappelez-vous de ces deux mots, qui ne veulent rien dire, mais c'est juste des initiales. Qu'esclave, Kaf c'est corps, Aleph c'est Efa, Samer c'est A, Kouf Kav, Lamed Log, Bet Betza, Betzim. Ça c'est qu'esclave. Au-dessus vous mettez, dans les intervalles de qu'esclave, vous mettez Yagodou. Yud, Gimel, Dalet, Vav. C'est les valeurs numériques. Yud c'est 10, Gimel 3, Vav 6, Dalet 4, Vav 6. Alors regardez, qu'esclave. Kaf, on a dit c'est corps. Dans corps, il y a Yud Efa. Qu'esclave. Yud Efa, il y a 10 Efa dans un corps. Dans une Efa, il y a Gimel Sein. Dans une CA, il y a Vav Kabin. Dans un Kav, il y a Dalet Login. Dans un Log, il y a Shisha Betzim. Et c'est comme ça qu'on arrive, par la multiplication, de savoir quel est le Shirour en Betzim. Mais maintenant, on va laisser tomber les mesures en volume. Ce qui nous intéresse ici, c'est la surface du pan de terre. Ce pan de terre, c'est-à-dire cette surface-là, cette guina, quelle est sa surface? Eh bien, de quoi semer un cave. Un cave. Par exemple, juste pour vous donner une idée, c'est d'ailleurs la base. Vous savez combien mesurait le Hatzer HaMishkan? Là où le Mishkan était construit, il y avait un parvis. Le Mishkan lui-même, il mesurait 10 coudées de long et 30 coudées de long et 10 coudées de large. Parce qu'après avoir mis la parochet, on a 10 coudées par 10 coudées dans le Kodesh HaKodashim et 20 coudées par 10 coudées dans le Kodesh. Mais autour du Mishkan, il y avait le Hatzer HaMishkan. Et le Hatzer HaMishkan, il mesurait combien? 100 coudées de long et 50 coudées de large. Combien c'était dans le Lachon des CA ou des Kabim et ainsi de suite? Eh bien, c'était Bet Seataim. De quoi semer là-bas 2 CA de graines. Si je prenais par exemple des graines de blé et je dois les semer, combien il me faut de surface pour pouvoir semer 2 séines? Je répète, j'ai 2 CA de blé. Vous voulez savoir combien c'est une CA de blé? C'est l'équivalent de 144 E. Parce que si vous prenez une CA, vous multipliez par 4 et multipliez par 6, c'est-à-dire Arba Kabin, et dans un cab il y a 6 logim, 4 x 6, 24. D'accord? Maintenant, une CA, c'est 6 x 4 x 6. 4 x 6, 24 x 6, ça fait 144. Donc il y a combien d'œufs dans une CA? Le volume de 144 E. Maintenant, dans 2 séines, c'est le double. 288 E. Alors imaginons, vous avez un carton d'œufs où il y a dedans 288 œufs. 48 œufs. Et vous avez dedans du blé à la place des œufs. C'est pas de l'œuf, c'est du blé. Avec ça, vous allez pouvoir maintenant semer un chétah de combien? Une surface de combien? 100 coudées sur 50 coudées. En mètres, ça vous donne 25 mètres sur 12 mètres et demi. C'est-à-dire, pardon, excusez-moi, 50 coudées, 100 coudées sur 50 coudées, ça fait 50 mètres sur 25 mètres, excusez-moi. 50 mètres sur 25 mètres. Un terrain de tennis. Alors on a compris le principe, c'est qu'on ne peut imposer le partage à son associé que si il reste au minimum pour l'un et pour l'autre une surface suffisante pour porter le nom de ce que c'était. Avant, c'était un hatzer, un grand hatzer qu'ils avaient en commun. Maintenant qu'ils vont partager, chacun va avoir un petit hatzer.
Mais ça reste un hatzer, même s'il est petit. Mais si c'est tellement petit que si on le partage en deux, ni l'un ni l'autre n'auront un hatzer digne de ce nom, alors on ne peut pas imposer le partage. Idem pour une guina, un potager. C'est là où on plante les légumes. Idem pour un sadé, un champ de céréales. Si on est associé et que l'un veut imposer à l'autre le partage, il faut que, après partage, chacun ait une guina. Chacun, après partage, a un sadé. Mais si à cause du partage, le nom de guina ou le nom de sadé a disparu, eh bien, ce n'est pas possible d'imposer le partage. La Mishnah nous a donc donné la surface minimale pour le partage du hatzer. C'était 8 amot pour l'un et 8 amot pour l'autre. C'est-à-dire que je prends en considération le pirouge de la Gemara. Bien que la Mishnah ait dit 4 et 4, mais on avait dit que c'était 4, à part les 4 amot qui sont devant l'entrée. Pour le sadé, quelle est la surface minimale d'un sadé pour qu'on puisse imposer à l'autre, au voisin, à son associé, le partage? Eh bien, c'est le minimum. Velo et asadé achiyeba tisha kabin lazé vetisha kabin lazé. Tanakama nous dit qu'il faut qu'il y ait au minimum 18 cabines dans la surface totale, de manière à ce que, après partage, il y a 9 cabines pour l'un et 9 cabines pour l'autre. Qu'est-ce que c'est cabine? 9 cabines, c'est 9 fois un cave. Un cave, c'est un volume, c'est une mesure à l'époque. Un cave, ça correspond, dans un cave, il y a 6 logim, pardon, dans un cave, il y a 4 logim, et dans un log, il y a 6 betim. Donc un cave, c'est l'équivalent de 24 E. Dans un log, il y a le volume de 6 betim. Dans un cave, il y a arba'a logim. Donc 4 fois 6, 24, c'est très facile à imaginer le volume d'un cave. Maintenant, quand on nous dit 9 cabines, donc c'est 9 fois, imaginez-vous, un carton de 24 E multiplié par 9. Qu'est-ce qu'il y a dans ce volume? Il y a des grains de blé qu'on va semer dans un champ. Pour semer un champ, pour semer plutôt 9 cabines dans un champ, il faut que ce champ ait une surface minimale. Eh bien, c'est la surface nécessaire pour semer 9 cabines de blé, c'est cela ce qui s'appelle sadé. Moins que cela, ça ne s'appelle plus sadé. Et pourquoi c'est comme ça? C'est parce que les gens ne voulaient pas investir beaucoup d'efforts pour moins que cela. Pour aller labourer, pour aller semer, pour récolter. Tout cela, ça fait appel à énormément d'investissements. Il faut aller amener les bœufs, il faut amener la charrue, il faut labourer, et ensuite semer, ensuite récolter, entretenir, arroser. Tout ce travail ne vaut pas la peine si c'est pour un très peu de rendu. Pour un petit rendu, ça ne vaut pas la peine. C'est-à-dire que la personne n'allait investir autant d'efforts que si ça valait la peine. Pour que ça vale la peine, alors il faut que la surface du champ soit suffisamment grande pour que ce soit kedaï d'investir. Je ne vais pas aller ramener des bœufs et des charrues et tout cela pour finalement une petite surface. Qu'est-ce que ça va m'apporter? Alors il faut que la surface soit au minimum, de quoi semer là-bas 9 cabines de blé. Alors maintenant, quel est le minimum? On a dit 9 cabines pour l'un et 9 cabines pour l'autre. Ça, c'est qui a dit ça? Tanakama. Rabbi Houda dit, même la moitié, ça suffit. Tisha hatza'e kabine. Tisha hatza'e kabine, ça veut dire 4 caves et demi. 9 demi-caves. Il reprend le terme de Tanakama. Tanakama dit 9 cabines, lui dit la moitié. 9 demi-cabines, c'est-à-dire 4 cabines et demi. Alors, comment ça se fait? C'est quoi la marloquette entre eux?
La Gemara va dire qu'il n'y a pas de mahloket entre eux. Mort qui a trait ou mort qui a trait. Tanakama selon sa ville, selon le makom où il habitait, et Rabbi Yehuda selon le makom où il habitait. Chez Rabbi Yehuda, il y avait une grande bracha. Et les champs, un champ de céréales, qui normalement, plutôt une guina qui allait produire des légumes dans une surface de Tisha Hatzae Kabin, chez Rabbi Yehuda, ça allait lui donner à Rabbi Yehuda encore le double de chez Tanakama. Ça veut dire que dans la ville de Rabbi Yehuda, il y avait une bracha. Et le champ de céréales était d'une qualité telle que c'est-à-dire pour la surface de semailles de 4 cabines et demie, c'est-à-dire là on pouvait semer 4 cabines et demie, ça pouvait donner tellement de légumes que ça valait la peine d'investir. Et donc la guina de Rabbi Yehuda, elle pouvait être plus petite que la guina de Tanakama. Car qu'est-ce que produisait la guina de Rabbi Yehuda, c'était tellement abondant en quantité que c'était l'équivalent d'une double surface dans la ville de Tanakama. Voilà pourquoi Tanakama a dit qu'il faut un minimum de surface pour la guina Tisha Kabin et Rabbi Yehuda a dit Tisha Hatzae Kabin. Donc voilà, on a dit ça pour la guina. Excusez-moi, j'ai parlé du sadé. Excusez-moi, c'était du sadé. J'ai parlé de sadé, pas de guina. Je parlais de sadé. Maintenant, guina, qu'est-ce qu'il est pour une guina? Eh bien, velo et guina sheba hatzikav lazé ve hatzikav lazé Rabbi Akiva Omer bedrova. Pour la guina, il est suffisant qu'il y ait vraiment une toute petite guina pour que ça vaille la peine de s'investir. Pour les céréales, aller chercher la charrue, tout ça. Mais pour la guina, il n'y a pas beaucoup de travail. C'est juste tu sèmes à la main, tu mets ici des carottes et des navets, donc ça te suffit une petite surface. Quelle est la surface minimale? Eh bien d'après Tanakama, c'est Hatzikav, et d'après Rabbi Akiva, Rovakav. Hatzikav, de quoi semer un demi-cave en céréales? Eh bien c'est cette surface-là elle sera nécessaire pour la guina. Pour Rabbi Akiva, il dit même la moitié de cette surface, Rovakav, ça suffit. Pourquoi? Comme on a dit tout à l'heure, là où il se trouvait Rabbi Akiva, c'était tellement abondant que ça valait la peine. On va terminer avec la troisième chose. Velo et atraklin, velo et amoran, velo et ashovar, velo et talit, velo et amerhatz, velo et betabat, velo et betashlachin, had sheba kedelazé ve kedelazé. Également, pour un palace, on ne peut obliger le partage d'un palace, traklin, velot à Moran, c'est aussi une sorte de très belle construction, que si après partage, il reste pour l'un et pour l'autre le nom de traklin, le nom de palace pour l'un et le nom de palace pour l'autre. Mais si en partageant, il va rester juste une petite maison, que ça n'a plus le nom de traklin, ça n'a plus le nom de moran, eh bien dans ce cas-là, tu ne peux pas imposer. Pareil, chovar, pareil, le pigeonnier, tu ne peux pas imposer le partage de pigeonnier si vous étiez associés, s'il ne reste pas kedelazé ve kedelazé, suffisamment pour l'un et pour l'autre. Vélo et talit, pareillement, pour des tissus, pour des vêtements, on ne peut pas imposer le talit, le partage. Vélo et merhatz, vélo et betabad, vélo et betashlachin, had sheva kedelazé ou kedelazé, que s'il restera un shirour pour l'un et pour l'autre. Et la Gemara dit, c'est quoi le shirour? Zéaklal, voici qu'est-ce qu'on appelle qui reste suffisamment pour l'un et pour l'autre. Kol sheyichalek ushmo alav, holkin, vim laven holkin. Si après le partage, ça garde le même nom, alors ça s'appelle divisible. Si après le partage, il a perdu le nom, c'est-à-dire que 50% ne porte plus le même nom qu'avant, alors ça s'appelle indivisible. N'est-ce pas?
Alors voilà comment on a terminé le sujet. Et la Mishnah, excusez-moi, dernière halakha de la Mishnah. Et matai bizman she'en shnem rotzim, aval bizman she'shnem rotzim, afilu pachot mikane chaloku. Quand est-ce que ce n'est pas divisible? Que s'ils ne le souhaitent pas tous les deux, mais s'ils l'ont fait en commun accord, c'est pas que Réhouven il impose à Shimon, c'est Réhouven et Shimon qui sont d'accord. Alors dans ce cas-là, c'est divisible. C'est quoi le chidouche? Mais c'est normal, s'ils sont mis d'accord, ils sont mis d'accord. Le chidouche, c'est la suite. Avec qui devait à Kodesh, mais si c'est un Tanakh, à l'époque, le Tanakh, c'était pas comme nous, des livres séparés, c'était un seul rouleau, où il y avait tout le Tanakh, ou bien toute la Torah, ou tout le Navi, ou tous les Ktuvim. Est-ce qu'ils peuvent imposer l'un à l'autre la division? Non. Est-ce qu'ils peuvent aussi, s'ils se sont mis d'accord de diviser, est-ce qu'ils peuvent couper le Tanakh? Non. Toi, tu prends Shmuel et prends... Non, on ne peut même pas, si on est d'accord, diviser en deux un rouleau de livres sacrés. C'est un manque de kavod pour la Torah, et donc même s'ils le souhaitent, ils se sont mis en commun accord, ils ne peuvent pas partager des livres de Torah.